Tester, eh bien justement, c'est la question d'LCI Midi. Tous les jours, à la même heure, nous allons prendre le temps de nous interroger ensemble. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à ces tests, à cette fiabilité des tests. Bonjour, professeur Toussaint, professeur de physiologie, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Le sport, on y est d'une certaine manière. On va revoir ces images, ce qui a valu l'explication à l'instant de Jean Castex, qui était samedi sur le Tour de France, dans la même voiture que Christian Prudhomme, qu'on voit au fond sur ces images, qui est positif, asymptomatique. On vient de l'apprendre, on l'a appris il y a quelques minutes. Jean Castex est donc dans ce qu'on appelle un cas contact, si j'ai bien compris. Il nous dit, je vais respecter les règles, je vais subir un test, je me sens parfaitement en forme, et en substance, je vais quand même travailler un peu à l'isolement, le temps de voir un petit peu comment tout cela évolue et à distance. C'est le protocole, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut fonctionner ? C'est le temps de s'assurer pour comprendre quelle est l'interprétation qu'il faut avoir de ce test positif de Christian Prudhomme. Il est très important de comprendre que nous découvrons actuellement la puissance diagnostique de ces tests. Et cette puissance extraordinaire nous remet au cœur du vivant, c'est-à-dire que nous sommes en permanence dans un bain viral et bactérien qui nous enveloppe, qui nous anime et qui nous pénètre. Nous sommes porteurs de 10 fois plus de bactéries et de virus que nous n'avons de cellules propres avec notre ADN. Et que font ces tests ? Ils font non pas le diagnostic d'une maladie grave, comme c'était le cas en mars et en avril, et à ce moment-là, ils ont été développés pour justement aller chercher tous ceux qui, gravement malades, devaient être testés, diagnostiqués, tracés avec leur sujet contact et isolés. Cette stratégie-là était extrêmement importante et devait reposer sur des tests avec très peu de faux négatifs. Donc on devait avoir une grande sensibilité. Qu'a-t-on maintenant ? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels, là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population. On va revenir sur la question de la contagiosité, parce que si je vous entends, c'est finalement l'enjeu principal à travers ces tests. Mais d'abord, est-ce que vous estimez qu'il est normal que Jean Castex, par exemple, s'isole pendant un certain temps ? Est-ce qu'il était raisonnable, on voyait les images à l'instant, qu'il soit au milieu d'autres élus, en l'occurrence du MoDem ? Bien, s'il vient d'apprendre ce diagnostic, évidemment, il va appliquer les règles qui sont les règles communes. Elles doivent s'appliquer. Nous avons des protocoles qui doivent être mis en place et respectés. Et derrière, il faut comprendre et débrouiller rapidement cette situation pour savoir si Christian Prudhomme est-il un sujet malade ou seulement un sujet asymptomatique porteur d'un virus non dangereux. Ça change tout, une fois de plus, parce qu'à ce moment-là, le cas contact Premier ministre français, n'est plus du tout dans la même situation de risque. Regardez cette image, professeur Toussaint avec nous, vous la voyez, Jean Castex, il est au milieu, c'est en direct. Hein. Ça, alors qu'il a été cas contact dans la voiture de quelqu'un positif, même si sans symptômes, vous dites qu'il n'y a pas de risque sur cette image. Il respecte les gestes barrières, c'est-à-dire que ce que l'on voit sur ces images, c'est bien l'application de ce que l'on doit faire. Est-ce que cela suffit ? Toute la question est de savoir une fois de plus quelle est l'importance du risque. Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, hein, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes, ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture
un virus détecté. Ce qui veut dire une fois de plus que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Mais entre Quand nous, on est testé positif, il faudrait qu'on sache quelle est notre charge virale. Absolument. Et est-ce qu'on est du coup contagieux? C'est bien ça que je comprends. Qui va donner le risque de contagiosité et le risque de transmettre à ses grands-parents, ce qui serait fort dommageable actuellement, alors que l'on voit régresser progressivement la létalité. Or, ces mesures-là ne sont pas données. Il faut qu'elles le soient. On peut les donner? On peut les donner aujourd'hui puisqu'on sait précisément à combien de cycles d'amplification les techniques qui dépendent toutes, il y a plus de 30 tests qui ont été autorisés actuellement, donc elles ont toutes des seuils différents. Il faut que ces seuils soient transmis de façon à ce que l'on sache si l'on est en grand danger de transmission ou au contraire avec des présences tellement faibles qu'on est potentiellement révélé comme quelqu'un qui a su se défendre et au contraire, on a un signe là de guérison qui est potentiellement celui de Steve Mandanda. Alors évidemment, Jean Castex, Steve Mandanda ou Kylian Mbappé, ils nous renvoient à notre situation à tous. On voit beaucoup de Français faire la queue pour prendre le temps de faire un test. On nous dit, ces tests, ils sont fiables sur le plan technique, mais tout dépend du temps et du moment où on le fait. On voit dans ces files d'attente des Français qui se présentent en ayant plus ou moins respecté, parce qu'on ne sait pas à quel moment on a été exposé, plus ou moins respecté un temps d'incubation. Donc est-ce que cette stratégie a encore un sens? On nous parle de 30% de faux négatifs. Ça paraît considérable. Sur 1 million de tests, ça veut dire qu'il y en aurait 300 000 potentiellement qui n'auraient pas la valeur qu'on attendrait d'eux? Absolument. Donc il y a à la fois la difficulté sur la sensibilité de cette erreur, on a surtout le fait de diagnostiquer maintenant non plus sur les personnes cibles, et c'est la grande difficulté sur lesquelles il faut recentrer pour les personnes les plus à risque actuellement. Et quand on a ces queues que l'on voit sur les laboratoires de biologie, évidemment, on a beaucoup moins de place pour les gens malades avec une très haute probabilité pré-test qui permettent à ce moment-là de faire le... Mais ce qu'on a aussi et surtout, c'est qu'on a sur ces faux négatifs, on a 3% de faux positifs qui sont liés à une erreur d'ARN virale, ça veut dire 4500 par jour, et vous donniez les chiffres, on a diagnostiqué sur la semaine dernière à peu près 6000 tests positifs par jour, donc 4500 sont potentiellement une erreur d'ARN viral. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pardonnez-moi? Comment on peut faire un faux test positif? Eh bien, c'est simplement parce que les séquences qui sont prises ne correspondent pas précisément à celles du SARS-CoV-2. Donc ça, c'est le premier point sur les faux positifs d'ARN, mais plus encore, une fois qu'on est positif, c'est ce que l'on trouve sur l'intensité, et donc ça revient au débat sur la charge virale, la quantité de virus présente. Si on a 40 cycles d'amplification, comme c'est le cas pour un certain nombre de tests, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que la présence virale est tellement faible qu'on n'est plus contagieux. Et ça change tout sur le plan de la stratégie de santé publique. Parce qu'au printemps, on avait besoin d'avoir ces tests-là dans la forme létale de la maladie. Maintenant qu'on est dans une forme sur laquelle il faut qu'on comprenne et qu'on limite la transmission, il faut avoir des tests qui soient beaucoup moins sensibles. Et c'est ce que l'étude d'Harvard qui a été publiée la semaine dernière nous rappelle. S'ils sont trop sensibles, alors on court à la catastrophe. En fait, on est parti d'un questionnement en se disant, est-ce que c'est fiable en termes de stratégie, encore une fois. Au fond, est-ce que c'est trop fiable? C'est peut-être ça qu'on devrait se dire. C'est-à-dire qu'on a des tests qui sont inadaptés, qui sont trop pointus quelque part. Eh bien, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire que la présence maintenant d'une immense capacité de diagnostic, la puissance de la technologie, finalement aboutit à une situation de surdiagnostic. On l'avait déjà connu, par exemple, pour les dépistages dans un certain nombre de situations de cancer, par exemple. On le voit aussi sur les embolies pulmonaires avec un certain nombre de tests d'imagerie. Eh bien, là, on est dans la même situation dans laquelle le surdiagnostic entraîne des conséquences. Et vous l'avez vu pour la mise à l'écart de la vie publique, mais ça concerne tous les Français de la même façon. C'est vrai que Jean Castex, c'est spectaculaire. Si 90% des Français testés positifs actuellement ne nécessitent pas d'isolement, comme le dit l'étude d'Harvard, alors à ce moment-là, ça remet en question tout ce que l'on a décidé actuellement sur cette stratégie-là. À la lumière de ça, vous nous dites qu'aujourd'hui, on pourrait être positif et ne pas s'isoler. Eh bien, c'est ce que les Suisses ont proposé en mettant un masque seulement pour limiter cette contamination. C'est ce qu'a fait le Premier ministre d'ailleurs au cours de cette étape du Tour de France. Et puis l'autre question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on réduit de 14 à 7 jours la quatorzaine qui va devenir une septaine, alors que dans le même temps, on nous dit mais il y a une augmentation considérable de la pandémie qui n'est qu'une épidémie de cas positifs. Oui, le nombre de morts est toujours en dessous de 20 en moyenne par jour depuis mi-juillet. Donc ça va faire bientôt 8 semaines qu'on a
une phase, qui ne réaugmente pas en termes de létalité et qui ne voit augmenter que ces cas Et positifs. ça, vous l'expliquez Si comment? On nous a dit qu'on prenait mieux en charge aussi les cas les plus difficiles à l'hôpital, Oui, qui absolument. évitaient l'aggravation, et puis qu'on testait aussi et qu'on Absolument. prenait en charge suffisamment tôt. C'est aussi pour ça qu'on... On a une explique. diminution de la mortalité dans les prises en charge hospitalières et les prises en charge de réanimation. Donc ça, c'est une très bonne chose sur les corticoïdes, sur les anticoagulants, sur l'oxygénothérapie et sans intubation. On voit que ces progrès-là ont été considérables et permettent de réduire de 20 à 30% cette mortalité. Mais en amont de tout cela, on voit bien que l'effet n'est pas celui d'une réaugmentation de la mortalité, mais seulement celui d'une explosion de cas positifs. Eh bien, si on comprend que les tests sont trop sensibles, on a une partie, non pas toute l'explication, mais on a une très grande partie de l'explication. Allons au bout du raisonnement, professeur Toussaint. Si je vous écoute, je me dis que finalement, les tentes qu'on a vues installées à Paris ou ailleurs, où chacun peut se présenter pour se faire dépister, on devrait les fermer? Eh bien, c'est en tout cas une immense difficulté de ciblage des populations à risque. Et une fois de plus, il faut revenir à la maîtrise et à l'évaluation du risque réel. Et c'est autour de ces données réelles qu'il faut définir la stratégie. Oui, mais ça, vous conviendrez, vous n'êtes pas politique et moi non plus. Vous n'avez pas à prendre des décisions qui engagent la vie de chacun. Mais c'est très difficile parce que ça peut paraître très théorique. En pratique, c'est plus difficile à décliner concrètement sur le terrain, non ? Oui, bien entendu que c'est sur des choix qui doivent être faits, mais qui doivent être réévalués. Ce que l'on dit depuis le début, c'est que cette évaluation, cette réévaluation doit être quotidienne. Et il faut voir à partir du moment où des orientations sont totalement divergentes par rapport à ce que l'on imaginait au départ, à pouvoir rétablir cette réalité au milieu de la décision. Merci beaucoup, professeur Toussaint, pour cet échange, alors qu'on apprenait donc que Jean Castex avait été exposé à un cas positif, et que cette question des tests, elle nécessite, comme vous l'avez dit, d'être réévaluée en permanence. Je n'ai pas aujourd'hui de solution, on disait tout à l'heure, sur la question des tests. Emmanuel Macron, preuve s'il en est, et on verra ce que décide finalement le Conseil de défense consacré à cette question sanitaire vendredi. Il faut sans doute et en permanence s'adapter. Merci beaucoup, professeur.